Y a un sujet qui crée l'émoi dans toutes les soirées mondaines, un sujet qui rythmera vos conversations avec les inconnus que vous croisez à 3h du mat dans une soirée que vous avez trouvée à un coin de rue, un sujet qui crée l'émulsion sur tous les internets. Les remakes. Ce qui est cocasse avec les remakes, c'est que absolument tout le monde s'accorde à dire que c'est caca. Le débat existe sur quelques cas particuliers dont on parlera au prochain épisode, spoilers, mais dans la globalité, ces films sont rarement appréciés par le public, que ce soit les gens qui aiment l'original ou ceux qui ne l'ont jamais vu. Mais alors vous me direz, quel est donc le film qui représenterait parfaitement pourquoi un remake fait avec de mauvaises intentions, ou qui manque de bonnes intentions, se foire immanquablement auprès de tous les publics? Oldboy. On va parler de Oldboy. Oldboy, ou Oldboy, de son titre original, ou de son titre québécois 15 ans volé, j'aime le Québec, bordel, raconte l'histoire de Dae-soo, un homme visiblement quelconque qui un soir de 1988 est enlevé et séquestré. Pendant 15 ans. Durant son emprisonnement, son seul lien vers l'extérieur est une télé par le biais de laquelle il apprendra la mort de sa femme et verra sa fille adoptée par d'autres, alors qu'il est le suspect numéro 1 du meurtre. Animé par la vengeance et l'espoir de rencontrer sa fille un jour, il passera ses 15 années de séquestration à s'entraîner à se battre. Un jour, sans explication, il est relâché et aura 5 jours pour trouver l'identité de celui qui l'a kidnappé, ou sa fille en paiera les conséquences. Oldboy, c'est un exemple parfait de revenge movie. Le seul but du personnage à partir du moment où il est enlevé est de découvrir qui lui en veut assez pour lui faire vivre cet enfer, et en retour lui faire vivre pire. Tout simplement. Autour de cette motivation première, on retrouve des personnages attachants, en particulier Dae-soo, pour qui je peux jamais m'empêcher d'avoir une peine immense, en particulier après avoir découvert le pourquoi du comment de sa séquestration. En face, on trouve un vilain qui a des motivations tout aussi compréhensibles et humaines. Enrobez tout ça d'une violence hyper réaliste et une intrigue concoctée aux petits oignons, et vous obtenez un de mes films préférés. Sans déconner, la première fois que je l'ai vu, j'en revenais pas. J'ai absolument adoré ce film. La seule et unique fois où j'avais vécu ce genre d'expérience devant un film, c'était mon premier visionnage de Reservoir Dogs. J'en suis approximativement à 264. Oui, vous comprendrez vite quel est mon genre de film favori. Donc Oldboy est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma coréen. Bon, c'est un peu réducteur de dire ça, il y a absolument tous les genres dans le cinéma coréen, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vous laisse deviner mon état quand j'ai découvert que les ricains allaient faire un remake. Pendant toute cette décortication de pourquoi ce film était une idée de merde avant, pendant et après sa production, je ne vais pas me priver de comparer le remake à l'original, il va donc y avoir beaucoup de spoilers, et cette fois-ci pour un film qu'il faut impérativement que vous voyez. Mais vous avez déjà cliqué sur la vidéo, donc rien à foutre. Pour moi, un remake n'est pas forcément une mauvaise idée. Le cinéma est un art en constante évolution, autant artistique que technique. En plus de ça, les barrières culturelles peuvent éventuellement empêcher un public d'apprécier un film à sa juste valeur. Un bon exemple de ça, pour moi, c'est les comédies qui sont particulièrement ancrées dans la culture du pays d'origine. Je vois mal les Péruviens rire devant les ch'tis, par exemple. Mais pour qu'un remake soit ne serait-ce qu'envisageable, il faut des raisons en béton armé. Pour Oldboy, je comprends pas. Le film a absolument pas vieilli, les effets sont toujours aussi réalistes, le scénario toujours vraisemblable, et le genre du revenge movie est culturellement autant ancré en Asie qu'aux États-Unis, donc pourquoi ? Eh bien, selon Spike Lee, ah oui, parce que le film est réalisé par Spike Lee, si ça vous donne pas grave envie comme ça, ce remake est une réinterprétation, pas un remake. Ok. J'en profite pour dire que, bon, j'aime pas particulièrement Spike Lee, mais d'habitude, quand tu le vois parler d'un de ses films, il est super excité, tout content de nous montrer ses devoirs et tout. Mais là, putain, il se fait chier à mort. Ça, plus la qualité franchement médiocre du film, me font vaguement dire qu'il a été un peu forcé par les prods de faire ce film. Mais ce ne sont que des spéculations. Bon, j'arrête de repousser l'inévitable, parlons du film. Ok, non, non, juste non. Je vais être relou de suite, mais la séquence d'intro de l'original est tricotée à la perfection. C'est les chaussettes d'hiver tricotées avec amour par ta mamie que tu reçois sans prévenir par la poste pile poil le jour où t'avais froid aux orteils. On a droit à un flash-forward de Dae-soo qui maintient un mec au-dessus du vide, il se présente et paf, on voit Dae-soo dans le présent totalement torché dans un commissariat qui essaye de négocier sa sortie pour aller à l'anniversaire de sa fille. On a cette fenêtre ouverte sur ce que va devenir ce loser. Maintenant, je veux savoir comment il a pu devenir ça là. C'est bon, en 5 secondes, j'ai décidé que je voulais rester 2 heures à regarder mon écran pour avoir la réponse. Le personnage est présenté en un rien de temps, on sait que c'est un loser alcoolique, qu'il aime profondément sa fille, on rencontre son pote qui va jouer un rôle important plus tard et qui est présenté comme un ami proche puisqu'il va le chercher au commissariat et connaît sa femme et sa fille. C'est fait avec une touche d'humour qui souligne le drame, et là, il se fait enlever. On est hameçonné en 5 minutes, 3 si t'enlèves le générique. Pour le remake, Joe Doucette, oui c'est son nom, est un connard prétentieux alcoolique qui harcèle toutes les femmes qui passent, qui se fout de la gueule de tout le monde dans leur dos, qui est censé être gros, mec c'est cramé que t'as juste bu 3 litres d'eau pour cette scène, qui n'en a rien à battre de sa fille ou de son ex, qui drague la femme d'un client sous son nez et du coup foire une vente, il va se torcher la gueule, va voir son pote qui maintenant n'est qu'un barman lambda, et se fait kidnapper par une meuf avec un parapluie. Le tout en 10 minutes. Spike Lee a réussi à faire une introduction 3 fois plus longue, 1000 fois moins bien gérée. Et ça, c'est les chaussettes trouées que tu trouves au fond de ton tiroir quand t'as plus rien à te mettre pile le jour où il pleut. Joe se réveille enfermé dans une chambre d'hôtel miteuse et on a affaire au seul changement culturel que le film apporte, une croix et une bible. Ça valait le coup. On se retrouve face à la séquence de séquestration qui, plutôt que de dépeindre 15 ans de descente dans la vengeance et la folie, en dépeint 20. Parce que les ricains, ils en ont une plus grosse. Dans l'original, Dae-soo passe par toutes les phases que l'on puisse imaginer. D'abord, il pose des questions, puis supplie, se met en colère, est totalement déchiré par sa situation, puis l'accepte avec une apathie démoralisante, pour enfin trouver un but qui le fera tenir pendant ces 15 années.
la vengeance. Le temps passe en ellipse par un montage de scènes télévisées connues entrecoupées d'éléments scénaristiques comme la mort de la femme de Daesu, ce qui souligne que cet homme ne se développe qu'avec une version tordue du monde par cette petite fenêtre, et qui justifie ses actions pour le reste du film. Il se masturbe devant des stars de K-pop pas plus sexualisées que ça, s'entraîne continuellement, d'ailleurs il se foire souvent, on le voit s'améliorer, c'est important ça monsieur Lee, notez-le. S'il vous plaît, il monte un plan d'évasion, mais est relâché du jour au lendemain sans explication. Dans le remake, Joe s'énerve un peu. Sérieusement, je vous laisse comparer les deux. Lequel essaye réellement, selon vous? Hey, tell me what I mean. No, listen. 나 언제까지 있어야 되는데? 나 그것만 좀 가르쳐줘. Il se plaint des raviolis qu'il mange alors qu'on voit très bien qu'il a d'autres repas variés. Dans l'original, Daesu n'a effectivement qu'un seul type de repas servi, ce qui est un élément scénaristique important. Il se masturbe sur ce qui est quasiment du soft porn, il se cache... Tiens, ça aussi, c'est de la localisation américaine. Pour info, il y a des caméras dans la pièce, hein, mais Joe ne le découvre que plus tard dans le film, donc ça a franchement pas de sens qu'il se cache, là. Bref, il a des hallucinations, enfin... une hallucination, il se fait un coussin Wilson, un pot de souris qui est tué dans la minute, merci de ne pas nous laisser avoir d'émotions trop importantes, monsieur Lee. Il arrête de boire, s'entraîne à... faire du fitness. Sérieux, il fait des exos qui n'ont aucun rapport avec le combat. Il écrit des lettres à sa fille et s'enfuit. Enfin non, il va s'enfuir, mais en fait, il y a sa fille à la télé, donc il reste. Pour au final se réveiller dehors. Cette séquence n'a aucun sens. J'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi ? On sent absolument pas la terreur de la situation, ni la détresse du personnage, on voit pas du tout le temps passer, ou le personnage changer. Dans le premier, la transformation physique de l'acteur principal se voit parfaitement à l'écran. Pas besoin de gros muscles pour ça, Spike. Là, l'acteur est tellement musclé de base, je vois pas du tout la différence avant, après 20 ans de séquestration. Vous avez décidé comme des teubés d'augmenter la durée, faut que ça se voit. En plus de ça, on se retrouve avec 3 interprétations différentes de l'effet dévastateur de la solitude sur un être humain. Les hallucinations, la personnification d'un objet et la personnification d'un animal. Sauf qu'on ne développe aucune d'entre elles. Chacune de ces réactions pourrait faire le sujet d'un film entier. Et là, on a droit à 1 minute par développement, même pas. Tout ça rajouté à l'intro foirée fait que j'ai aucune empathie pour le personnage. Absolument aucune. Je déteste Joe Doucette, bordel. Au compteur, on a 13 minutes de montage et séquestration pour l'original, et 20 minutes pour Spike Lee. Mais t'as rien raconté du tout, comment tu fais? Donc, ils s'en sortent, dans l'original on retrouve la scène qui faisait l'ouverture du film, où Daesu empêche un gars de se suicider juste pour lui raconter son histoire, avoir un contact humain, et le laisser mourir parce que c'est pas ses affaires. Dans le remake, Joe se tape un look de figure en Matrix avec un portable mal incrusté, ça fait plus cool comme ça, plus USA. Il tombe sur des ados, il leur défonce leur gueule à coups de karaté, kung fu, capoeira, du judo, de la boxe qu'il a appris tout seul pendant 20 ans. Ok, on a compris, il est censé être cool. Honnêtement, selon vous, lequel est plus cool? Daesu, on voit qu'il a vécu des trucs, il est clairement pas bien, mais menaçant, mystérieux même en un sens. Joe, on dirait le papa qui a raté sa carrière dans le football américain et qui est prêt à te casser la gueule au moindre prix de travers à la tombola de l'école. Bref, Joe tombe sur une ambulance, pour des raisons scénaristiques l'infirmière s'intéresse à lui et lui laisse sa carte. Il retrouve son pote, soyons honnêtes, son barman, qui ne le reconnaît pas. J'adore quand un film te dit qu'un personnage est pas reconnaissable. Alors que vraisemblablement ce mec a juste une nouvelle coupe de cheveux. Son ami le croit sans poser de questions lorsque son pote qui depuis 20 ans est accusé de meurtre et a disparu, quand il lui dit que en fait il était séquestré par je sais pas qui, et que tout ça c'est un coup monté au long terme, et... Putain, je veux un pote comme ça la vache. Le méchant lui passe un coup de fil, et comme tout bon méchant, il a un accent franco-british. Joe fait un malaise, le pote commence à appeler les urgences, mais en voyant la carte de l'infirmière dans la main de Joe, il l'appelle à la place. Heureusement que c'était pas la carte du garagiste, putain. La meuf le soigne parce qu'elle a tout le matos qu'il faut, bien sûr, et ok, donc elle travaille constamment avec des sans-abri qui, comme on l'a vu plus tôt dans le film, ont des soucis psychologiques. Et elle croit toute son histoire barrée sans se dire à un seul moment qu'il a juste peut-être simplement besoin d'aide. Malgré le fait qu'il soit totalement obsédé par sa fille, il pense pas une seule seconde à chercher son nom ou des infos quelconques sur internet bien sûr, ce serait trop facile. Joe fait des recherches sur sa liste non exhaustive d'ennemis potentiels, il décide d'aller voir son ancien patron, aller savoir pourquoi la meuf le suit, visiblement elle a pas de vie. Joe décide que ça ne peut pas être lui parce qu'il est heureux. Vraiment Joe? Vraiment? C'est ça ta raison? Pas parce que le mec qui t'a appelé a un putain d'accent british et a pas la voix d'un vieux de 80 balais? Joe décide que la meilleure solution c'est de chercher les raviolis qu'il a mangés. Une fois, de ce qu'on a vu pendant 20 ans. Dans l'original, c'est mis en avant que Daesu n'a que ça à manger, tout le temps, au point où il connaît leur goût par cœur. Là, l'effet scénaristique est foiré parce que Spike voulait un buffet différent chaque jour sur le tournage. Au moment où Joe retrouve le bon resto, comme de par hasard, un mec vient chercher une grosse commande, heureusement que c'est un des méchants, imagine il débarque pour le repas post-coital d'une soirée BDSM. Ça me saoule, cette mode de faire des personnages de films d'action sans aucune émotion. Tout le principe de cette histoire, c'est que le perso principal vit un cauchemar. Dans l'original, on passe d'un alcoolique pathétique mais attachant à un homme rongé par la tristesse, la colère, l'incompréhension et la vengeance. Là, on passe de Joe le connard égocentrique à un Terminator leader price. Bon, après une course-poursuite palpitante, Mr. Robot se fait éclater la gueule, Samuel L. Jackson est... Comment vous avez réussi à rater Samuel L. Jackson?
C'est le genre d'acteur, tu lui files de la merde sur une serviette en papier, il arrivera toujours à t'en faire un truc comestible. Ou au moins un minimum drôle, quoi. Là, il est en pilote automatique, il a l'air de s'emmerder tout du long. Il pensait peut-être au buffet qu'il attendait, tiens. Joe commence à le torturer en lui enlevant des petits bouts de peau sur le cou, en y mettant du sel de table. Vraiment. Vous avez fait tout le film autour du buffet, en fait, c'est pas une blague. J'ai lu des fanfictions qui faisaient plus mal que ça. Bon alors, dans l'original, Daesu torture son geôlier en lui arrachant des dents, tout en lui posant des questions. D'une, la violence est beaucoup plus marquante, puisque tout le monde peut imaginer la douleur d'une dent arrachée. Je sais pas vous, mais c'est pas tous les mercredis que je me fais enlever de la peau. Et de deux, vous avez loupé toute l'ironie et la profondeur de cette scène, les gars. Il pose des questions en lui enlevant des dents. Le gars ne pourrait pas répondre même s'il le voulait. Et Daesu en a rien à carrer. Il attend pas du tout une réponse, il est aveuglé par la vengeance. Tout ce qu'il veut, là, c'est faire souffrir ce mec. Ça en dit 1000 fois plus sur l'état mental du personnage que juste Oh, motherfucker! Joe met vaguement une chaussette dans la bouche de Samuel Jackson, mais il enlève 2 plans plus tard. Il faudrait pas empêcher Samuel de répéter sa phrase d'accroche, voyons. Et on arrive à la séquence du marteau. Une séquence saluée par le public et la critique dans l'original pour sa violence chaotique et claustrophobique, faisant appel à l'imagerie des beats 'em all des années 80, réalisée en plan séquence, parvenant à mettre le héros solitaire face à une vague d'ennemis sans fin de manière réaliste, en utilisant un espace extrêmement étroit à l'avantage du héros, et la peur grandissante des ennemis qui voient leurs amis tomber comme des mouches. On peut ressentir à travers l'écran l'épuisement de Daesu, maintenu debout simplement par son instinct de survie. Allez, on le dit tous ensemble. Dans le remake, on commence par une petite leçon de montage sur ce qu'il ne faut jamais faire. Joe part vers la gauche, les méchants le suivent, il arrive de la droite, donc raccord mouvement, ça passe, et puis les ennemis arrivent en face de lui. Ils ont essayé de camoufler ça au montage en glissant des plans inserts de décors au hasard, mais ça se voit les mecs, ça se voit vraiment. Et pour comparer à l'original, l'endroit est super large, ce qui fait que Joe est en désavantage total, la chorégraphie du combat est télégraphiée, on n'y croit pas un seul instant, et non, monsieur le grand réalisateur, les sons rajoutés au dernier moment en post-prod n'arrangent pas les choses. Donc dans l'original, on a un personnage entraîné au combat qui a la folie du désespoir et de la vengeance, le lieu est à son avantage, les ennemis ont peur de lui, c'est vraisemblable qu'il s'en sorte. Dans les mecs, il a fait du fitness, il ne montre aucune émotion, on ne sait pas où ils sont, mais l'endroit est assez large pour que Joe se fasse encercler. Les ennemis n'ont pas peur de lui, il devrait perdre. Et toi, t'as un bâton, utilise-le. Il se fait récupérer par un inconnu, tiens, un accent british. Je me demande qui cela peut-il bien être. On retrouve notre amie la meuf lambda sans aucune personnalité ni fonctionnalité à part servir de love interest au héros. Pardon. Marie, ils n'ont absolument aucune alchimie. Littéralement, ma vaisselle a plus d'atomes crochus que ces deux-là, mais le scénario a dit qu'ils s'aimaient, donc maintenant ils s'aiment. Je suis con aussi à me poser des questions et tout. Ce serait mieux d'aller me servir au buffet, tiens. Puis c'est l'heure du face reveal du méchant. C'est lui? Bon. On dirait un boy scout anglais gosse de riche qui essaye de faire un cosplay de Tony Stark. Bon, Joe n'a que quelques jours pour découvrir pourquoi le vilain l'a séquestré et qui il est. Pendant ce temps-là, la nana est agressée et filmée chez elle, parce que rappelez-vous, ils s'aiment maintenant. Le British n'a même pas l'air de prendre du plaisir à torturer Joe, alors que c'est le point culminant de son plan machiavélique qu'il a mis 30 ans à mettre en place. Donc, l'enquête commence. Every time he calls, the same music plays. Tu veux dire une sonnerie, Joe? La nana décide que c'est une super idée de continuer à traîner avec Joe, alors qu'à cause de lui, elle a été traumatisée chez elle. Ils vont voir l'ancienne directrice de l'école privée de Joe, puisque la sonnerie sur son téléphone, c'est l'hymne de cette école. Il suppose que le vilain est un ancien camarade de classe de Joe, il pique un trombinoscope de l'école et c'est tout. T'aurais pu checker ça sur Google. À quoi ça a servi tout ça? En plus, il y a un faux raccord dans le bouquin. Ensuite, il baise. Ok. Le meilleur ami se fait buter d'une manière beaucoup moins impactante ou logique que dans l'original bien sûr, pendant que Joe fait un flashback sur ce qui est arrivé à la sœur du méchant quand ils étaient au lycée. Ok, donc, dans l'original, on suit Daesu qui se rappelle des événements dans des lieux précis, il se voit lui-même jeune, on suit littéralement son processus de mémoire se dérouler, pour lui, comme pour nous. On ne voit jamais Daesu jeune et Daesu vieux dans le même cadre, ça n'aurait pas de sens puisqu'il revit ses expériences, mais il est toujours présent dans la scène, juste hors cadre. Dans le remake, déjà le vieux Joe est avec la meuf. Elle assiste aussi à la révélation interne de la mémoire de Joe. Pourquoi? En plus de ça, ils se tiennent dans le fond comme des figurants sans aucune direction. La séquence perd tout son sens. Bon, les jeunes boivent de l'alcool dans le lycée, je sais pas trop si c'est permis ça, mais ok. Et This is sexy. Very sexy. Huh, Chucky? Oh, what a fucking freak. Mec, c'est une culotte. Genre, la culotte la plus lambda que tu puisses imaginer. On découvre alors avec Joe qu'il a pris la sœur du vilain la main dans le sac pendant qu'elle couchait avec son père. Dans une serre, donc derrière des vitres.
Quelle discrétion! Sauf que Joe ne savait pas que c'était son père, il a simplement dit à tout le monde que la meuf couchait avec un vieux, ce qui a déclenché la haine de tous les élèves envers elle dans une séquence digne d'un téléfilm de Stephen King des années 90. Donc Joe a à peine participé à l'histoire finalement. Je vous passe les détails parce que ça commence à faire long là quand même, mais Joe arrive jusqu'au méchant, tue le bras droit, encore une fois de manière beaucoup moins impactante, mais on n'est plus à ça près. Le méchant finit l'histoire, on découvre que cette histoire d'inceste était en fait une histoire familiale, le père couchait avec tout le monde, et une fois que Joe a vendu la mèche, la réputation du père a été détruite. Il a donc exécuté toute sa famille puis s'est suicidé, mais il a raté son fils qui a survécu. Oh, putain, le fils qui se réveille pas après 2 coups de fusil mais qui se lève dès que son père rentre dans la pièce. Et cette lecture de ligne. Ok. Donc, dans l'original, l'histoire du méchant est beaucoup plus simple et vraisemblable. Je commence à voir un schéma qui se répète là quand même. Daisu a par hasard vu le méchant coucher avec sa sœur dans une pièce désaffectée. Il a raconté ça à l'école, cette fois-ci il savait très bien qu'il s'agissait d'un inceste, donc il a activement révélé une information diffamatoire pour les deux. Par la suite, tout le monde a commencé à traiter la meuf de pute constamment, ce qui l'a poussé à bout, mais pas seulement. On découvre que la sœur était enceinte. L'antagoniste accuse Daisu d'avoir ruiné la vie de sa sœur, la poussant au suicide, mais c'est seulement la vie de ce mec. Dans la réalité, on suppose que c'est cette grossesse qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui l'a poussé au suicide. Mais cela impliquerait que sa mort serait en partie de la faute de son frère, qu'il aimait à la folie. L'antagoniste ne supporte tellement pas l'idée d'avoir causé la mort de l'amour de sa vie, de sa sœur, qu'il a placé Daisu en coupable absolu. Il a passé des décennies à monter un plan pour lui faire vivre un enfer total, parce qu'il devait se convaincre que le seul coupable, c'était Daisu. Pas lui. C'est un point de vue totalement en œillère, aveuglé par l'amour, la tristesse et la vengeance, et c'est entièrement compréhensible. J'adore dans la fiction en général lorsqu'un antagoniste devient à la fin tout aussi humain que le héros, tout aussi émotionnellement compréhensible, et qui mérite notre empathie. Dans le remake, le méchant n'est même pas le sujet principal du drama. On le voit qu'à la fin. Pourquoi vous l'avez remplacé par son père comme ça? Pourquoi vous voulez constamment agrandir les enjeux en échelle? Vous croyez vraiment que c'est ça qui crée l'importance du conflit? C'est plus 15 ans, c'est 20. Il est plus juste dévasté par ce qui lui arrive, il a des alus, se fait un pot de coussin, un pot de souris. Il laisse pas juste mourir un gars qui voulait se suicider, il défonce la gueule à toute une équipe de foot. C'est plus une histoire d'amour entre un frère et une sœur qui se finit par un suicide, c'est une famille entière incestueuse qui est tuée. En plus de ça, un des points principaux que j'adore dans le premier, c'est que Daisu veut se venger à tout prix du méchant, certes, mais de son côté, l'antagoniste veut à tout prix se venger de Daisu. Ça rend le conflit intense, les deux ont la même motivation, c'est à qui ira le plus loin. Dans le remake, comme le vilain ne joue même pas un rôle principal dans ce qui est arrivé à sa sœur, ça perd tout son sens. Bon, pour la fin de l'histoire, pour les deux films, le twist final c'est que Daisu et Joe Doucette ont en réalité eu une relation sexuelle avec leur propre fille. Dans les deux cas, l'antagoniste leur a fait croire via la télé de leur cellule que leur fille a été adoptée et a eu une vie heureuse loin d'eux, alors qu'en réalité elle a changé de nom et est devenue Mido dans l'original et Mari dans le remake. Sauf que, dans le remake, le méchant n'avait aucun moyen d'être sûr que ces deux planches tombent amoureux. Dans l'original, c'est justifié par l'utilisation de l'hypnose qu'on a déjà vu fonctionner sur Daisu au tout début du film, donc ça reste crédible. Je dis pas que c'est logique, mais c'est crédible. Là, le gros méchant qui a mis 30 ans à prévoir un plan pour venger son papounet laisse le point le plus crucial à la chance. Dans le remake, le vilain lui montre les images de leur relation. Dans l'original, on ne fait qu'entendre le son, ce qui, à mon sens, est beaucoup plus subtil, mais encore une fois, on n'est plus à ça près. Joe nous fait un cri à la Dark Vador, supplie 2 secondes, propose de se tuer, mais ça manque d'émotion. Je vous rappelle que depuis le début, je ne suis absolument pas attachée à ce personnage à cause de toutes les mauvaises décisions prises par Spike Lee. Donc cette révélation finale me passe totalement au-dessus. Dans l'original, en plus du fait que dès les 3 premières minutes, j'ai aimé le personnage et voulais suivre son histoire, l'acteur, Ming-Sing Choi, nous montre une performance énorme. Il est dévasté par la situation. Il supplie réellement, tente de négocier pendant une scène tellement longue et qui fait que gagner en intensité. Tu vois Spike, c'est là qu'il faut que tu prennes ton temps. Pas pendant une intro qui nous dit rien sur le personnage, pas pendant un montage raté de passage du temps, mais sur le climax dramatique, émotionnel d'un personnage que l'on aime et qu'on ne veut pas voir réduit à ça. Ce remake est passé à côté de toutes les volontés de réalisation, de jeu, de montage, d'écriture de l'original. J'ai rarement vu une même histoire dépeinte de 2 manières aussi différentes. C'est simple, pour moi, l'un des films est un exemple de narration et de réalisation, en plus d'une performance d'acteur impressionnante, alors que l'autre est un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire pour développer un personnage et une histoire un tant soit peu intéressante au cinéma. Le fait que ce soit un remake ne fait que souligner ce fossé qui sépare les deux là, mais même en tant que film à part entière, le film de Spike Lee ne tient pas du tout la route. Je sais que le studio de prod a énormément remonté son film et a sûrement dû jouer sur la médiocrité du produit fini, notamment sur la scène de combat qui à la base avait bien été tournée en plan séquence, puis a ensuite été remontée en post. Mais est-ce que la version de Spike Lee aurait été vraiment mieux? Je suis pas sûre que 30 minutes de plus auraient permis à ce naufrage de pas couler comme il l'a fait. En plus de ça, parenthèse sur Spike Lee. Les premières affiches du film, qui sont franchement plus cool que ce qu'on nous a servi au final, avaient été faites par un designer, Juan Luis Garcia, qui a travaillé pour une agence de pub pendant des mois et allait être payé une misère. Lorsqu'il s'en est plaint, l'agence lui a répondu le fameux adage de « ça fera connaître ton travail, tu devrais être content de travailler pour un réalisateur aussi connu que Spike Lee, etc. etc. » Sauf que Garcia s'est pas laissé faire et a
refusé que l'agence utilise ses designs. L'agence, qui n'en avait rien à carrer, a simplement modifié légèrement les designs, Spike Lee a fichu un copyright à son nom dessus et les a utilisés sans que Garcia ne reçoive aucune compensation pour ses semaines de travail. Garcia a écrit une lettre ouverte à Spike sur internet lui expliquant la situation et lui demandant son aide car le monsieur n'était peut-être tout simplement pas au courant après tout, il s'était jamais rencontré. Lee a simplement répondu avec un tweet qui disait « Je n'ai jamais entendu parler de ce gars, Juan Luis Garcia, s'il a un problème c'est pas avec moi, je l'ai pas engagé, je ne le connais pas. Coup bas de m'écrire. Yo. » Même une fois mis face au design de Garcia qui ressemble quand même fortement aux affiches finales, et face aux gens qui lui demandaient sur les réseaux sociaux de simplement rémunérer l'artiste, yo, Spike Lee a répondu « Pourquoi je devrais payer un mec avec qui j'ai eu aucun contact ? Il a jamais signé quoi que ce soit avec moi. » Voilà. Un bon gars, donc. Bref, pour en revenir au sujet, un remake doit être fait pour une bonne raison, qu'elle soit technique, artistique ou culturelle. Mais si un remake est fait simplement pour éviter au public de lire des sous-titres et gratter quelques sous sur le dos du nom de l'original, ce qui on va pas se mentir est majoritairement le cas avec les remakes quand même, vous pourrez être sûr que personne ne l'appréciera. Ni le public qui connaît l'original et va immanquablement comparer les deux, ni le public qui n'a pas vu l'original et doit subir le visionnage d'un film qui a perdu tout son fond. On a beau vouloir adapter un film à une autre culture, le message de fond et les volontés premières de l'original devraient être une priorité, que dis-je, une obligation pour tout réalisateur de remake. Ah, et aussi pas être un enfoiré avec ceux qui travaillent pour toi en bout de chaîne. Ah il était long celui-là. Du coup, regardez l'original de Park Chan-wook. En général, regardez tout ce qu'a fait Park Chan-wook, j'adore ce mec, mais bon, ça c'est un avis très personnel. Et si vous ne l'avez jamais fait, checkez un petit peu ce qui se passe du côté de la Corée au niveau cinéma, parce que je trouve que tout ce qui en sort est juste ouf. J'adore le cinéma coréen. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner ou partager même, ça fait toujours plaisir. Ciao.